Activité 11. La position de la photo de classe est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je sais plus, c'est pareil, où il y a la flèche, et il faut mettre sa tête tout droite. Donc du coup, moi, non, on veut se mettre un peu de profil parce que c'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça. Quand c'est comme ça, c'est moins joli que quand c'est comme ça. Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle paraît moins ronde. T'aimes bien être en photo ? Ouais, j'aime bien me regarder. Dans ma chambre, il y a plein de miroirs. C'est un réflexe de se regarder. Ça m'énerve. Les deux pieds sur la flèche, bien. J'ai l'impression d'être en prison. Pourquoi ? Mais parce qu'on est devant, on doit se mettre bien comme ça, comme il faut. Et en fait, la photo de classe, c'est on doit tous être dans la même posture. On doit être tous pareils. Alors que normalement, on devrait être différents, et parce que tout le monde est différent. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à la société d'aujourd'hui. Tout le monde doit se comporter pareil, sinon on est rejeté et on n'est pas compris. Mais personne n'est pareil. Non, mais je tenais à dire que cette année, j'étais pas devant et que c'est rare que ça m'arrive parce que depuis le CP, je suis toujours au premier rang et là, j'étais content quand il a dit un grand pour le deuxième rang. Alors, voilà. Disons que maintenant, je m'en fiche un peu, mais il y a une époque où c'était plus du genre. C'est un grand traumatisme. C'est quand même quelque chose qui a lieu tous les ans, c'est un peu une tradition, on s'y soumet par habitude, mais c'est pas le grand moment de l'année. Personnellement, c'est une journée comme les autres. Et vous êtes habillé différemment pour la photo ou pas forcément ? J'ai simplement fait attention à qu'il n'y ait pas trop de tâches, voilà. Je suis professeur principal de la classe et je trouve ça très amusant, la photo de classe. Ils ont été tous surcoiffés dans les toilettes avant, ils sont très très jolis là. Alors parfois ils ont tous les cheveux bleus, mais aujourd'hui c'est très très clean. Activité 12. Extrait 1. C'est un film sur un amour romantique qui sort tout droit du frigidaire. C'est beau, mais on ne ressent rien. Extrait 2. Ce film est magnifique, avec quelques scènes sublimes, une beauté, une émotion, une originalité. Son absence au palmarès de Cannes est injustifiée. Extrait 3. Très beau film, mais trop beau film. J'ai repensé à Mademoiselle Chambon, tellement plus simple, tellement moins enrubanné. Extrait 4. Ce film est sans âme et on ne croit pas une seconde à leur histoire. Extrait 5. Un film d'une éblouissante beauté, non seulement visuelle, mais aussi psychologique. Extrait 6. Je suis restée complètement en dehors, à peine émue et très déçue, malgré les belles images. Extrait 7. Ce film est vraiment magnifique. Moi qui dédaigne l'académisme, je trouve qu'ici la beauté le sublime et je ne comprends pas qu'il n'ait pas reçu de récompense à Cannes. Abby Cornish est époustouflante. Activité 13. Extrait 1. C'est quand même curieux cette formule, le bac garanti ou remboursé. On a un petit peu l'impression que c'est un diplôme qui... Suite de l'extrait 1. Et qui est exactement mis sur le même niveau qu'un robot mixeur ou un aspirateur. Extrait 2. Alors, est-ce qu'on peut faire la comparaison, Anthony Rollet, avec Les Misérables, un phénomène éditorial du 19e siècle, et ce qu'on vit aujourd'hui? Quand on dit le best-seller, on entend aussi, c'est pas seulement un nombre de ventes, c'est aussi un type de lecteur et un type de lecture. Alors, d'abord, je ne connais pas un seul éditeur, ni en France ni ailleurs, qui ne souhaite pas devenir un seller. On publie pour vendre. Un éditeur, c'est d'abord un passeur. Et donc, il y a chez tout éditeur, cessons d'être hypocrite, l'ambition d'être un vendeur de plus de livres possible. Bon, il se trouve que quelquefois on fait 300, d'autres fois on fait 300 000. Bon, très bien. Extrait 3. Vous parliez de quotas dans l'entreprise ou de quotas dans les conseils d'administration. Est-ce que vous seriez favorable à une mesure plus large ? Oui, moi
Attendez, moi je suis favorable donc à des quotas dans les conseils d'administration et à des objectifs chiffrés dans l'entreprise. Parce que sans objectifs chiffrés, je le répète, on ne fera rien. J'entendais parler du problème qui est important, effectivement, les hauts potentiels, mais même les potentiels moins, c'est pas un problème. La carrière des femmes, il est clair qu'elle s'infléchit au retour des congés de maternité. Si vous ne mettez pas en place une politique de coaching, de tutorat, enfin que sais-je, on sait faire, des politiques d'accompagnement, je dirais, des congés de maternité, ça c'est vrai que les carrières vont s'infléchir. Si vous ne fixez pas des objectifs et des pourcentages en matière de taux de femmes accompagnées au retour de leur congé de maternité, et j'évoque le mot à dessein de promotion professionnelle, d'évolution professionnelle. Moi, je vous fiche mon billet qu'il ne se passera rien et que dans 10 ans, on refait le même débat. Activité 14. Les moins de 30 ans ont grandi au milieu des ordinateurs, des jeux vidéo. Ils sont constamment sur écran, des écrans où ils cliquent partout, où le texte est mêlé au son, à l'image, à la vidéo. Alors en face, le papier imprimé leur paraît bien fade. Vous savez, un peu comme un film en noir et blanc, quand on a été habitué au film en couleur. C'est une tendance. Activité 15. Extrait 1. Ce qui est catastrophique selon moi, c'est qu'on fait croire aux enfants depuis quelques années que les études, ça sert à gagner de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Les études, ça sert à se cultiver, à apprendre à réfléchir. Et par ailleurs... Si vous me permettez, on peut aussi penser que ça sert à avoir du travail, c'est-à-dire un gagne-pain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objectif premier. Enfin, quand même, c'est l'un des objectifs aussi, non? Oui, mais quand ça devient la priorité, là c'est dangereux. On envoie des collégiens d'à peine 14 ans faire des stages en entreprise où ils apprennent essentiellement à apporter le café, à faire des photocopies. Vous ne croyez pas que leur place est quand même plutôt à l'école, à apprendre l'histoire de France ou de l'Europe? Extrait 2. Difficile pour nos auditeurs de l'imaginer en vous entendant si calme et si posé, mais il paraît que vous avez été une personne très colérique. Est-ce bien vrai? Extrait 3. Il paraît que vous avez parfois des relations houleuses avec vos partenaires de scène. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec ce grand acteur que je ne nommerai pas ici? Eh bien ça, c'est lui qui me le dirait. Extrait 4. Tu te sens, toi, un élément de la diversité? Extrait 5. Alors, question définitive, Baptiste Etchegaray. Est-ce la mort annoncée du livre? Extrait 6. Quand on a du succès, on devient presque suspect. Les gens pensent que vous le faites exprès, alors que vous avez été choisi, élu, aimé. Ah, effectivement, ils pensent que vous le faites exprès, que vous appliquez toujours les mêmes recettes. Dans un journal qui parlait de votre dernier livre, j'ai lu « Tous les ingrédients sont là. Une fin heureuse, une histoire simple, avec des personnages qui se rencontrent, le tout agrémenté de philosophie humaniste, d'une pincée de mystère et d'un peu de dépaysement. » Ben, écoutez, en même temps, il n'y a pas que ce genre de critique. Il y a aussi de très bonnes choses dans ce qu'ils disent.